Comme chaque semaine, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie. Et ce matin, Emmanuel Clévenot. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On va parler de ce phénomène et de ce communiqué qui a été finalement beaucoup repris, cette alerte de l'ONU. Cette semaine dans Reporter, vous nous parlez du retour de l'enfant terrible du Pacifique. L'enfant terrible du Pacifique, c'est le nom très révélateur que l'on donne au phénomène climatique El Niño. Eh bien, sachez qu'il y a désormais 80% de probabilité qu'il ressurgisse dans les prochains mois. Plus précisément, entre le mois de juillet et le mois d'août, c'est ce qu'a révélé hier l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Et un autre chiffre peu réjouissant, la probabilité que cet épisode-là perdure au minimum jusqu'à novembre est-elle estimée à 90%. Alors, on va tenter d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Déjà, ce phénomène climatique El Niño, il est naturel et il s'était déjà produit en 2023 et 2024. 2023 et 2024, qui, rappelons-le, étaient déjà les 2 années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Et ça n'est pas un hasard. El Niño avait clairement, à ce moment-là, contribué au tout premier dépassement du célèbre seuil des 1,5 degrés. En fait, ce phénomène climatique, il est connu pour 2 choses. D'une part, augmenter temporairement les températures mondiales, mais également aggraver les effets déjà catastrophiques du changement climatique. Et tous les continents sont directement touchés ? Non, l'Europe, par exemple, sera a priori épargnée. Il n'existe aujourd'hui aucune preuve que El Niño influence le climat européen. En revanche, le Pacifique risque, lui, d'en faire les frais. Pourquoi ? Parce que lors d'un épisode El Niño, les alizés, un vent régulier qui souffle d'est en ouest dans l'océan Pacifique, ralentissent, voire s'inversent. Résultat, l'Indonésie, mais aussi l'Asie du Sud-Est, sont beaucoup plus exposées aux fortes sécheresses. Elles connaîtront donc un risque accru non seulement d'incendie, mais aussi de perte de récolte. Et à l'inverse, de l'autre côté, des événements extrêmes de pluie diluvienne pourraient frapper la côte ouest de l'Amérique du Sud, donc notamment le Pérou, l'Équateur, le Chili ou encore la Colombie, comme on le voit ici sur la carte. Et il pourrait y avoir aussi des risques pour la sécurité alimentaire, car l'eau chaude qui est poussée vers la côte chilienne par ces alizés inversés ralentit les remontées naturelles d'eau froide qui, elles, sont propices au développement des poissons. D'accord. Et est-ce qu'on a une idée de l'intensité de cet épisode à venir ? Non, c'est la grosse incertitude qui demeure. Le phénomène El Niño, il revient en moyenne tous les 3 à 7 ans. Seulement, cette fois, les scientifiques redoutent un épisode particulièrement extrême. Ils parlent déjà de super El Niño. Et il y en avait déjà eu un, il y a 10 ans, en 2016, qui avait provoqué la plus forte sécheresse jamais observée en Afrique australe, qui est un autre territoire impacté par El Niño. Bref, il y a de quoi s'inquiéter. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. Il a notamment appelé à quitter, à sortir de notre dépendance aux fossiles et à protéger les populations les plus vulnérables face à cette nouvelle alerte climatique. Voilà, tout cela est à lire, bien sûr, sur Reporter, le média de l'écologie. Et puis, vous nous parlez également sur Reporter d'une loi d'urgence agricole. La loi d'urgence agricole ici en France, dont une première version a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Et elle fait polémique. Oui, la séquence s'est achevée hier, après 10 jours de débats particulièrement houleux et pas moins de 2000 amendements déposés. Un petit aperçu des résultats du vote. 369 députés macronistes, républicains et du Rassemblement national ont voté en faveur du texte et 178 députés de gauche, des socialistes aux insoumis, ont au contraire voté contre. Alors de quoi parle-t-on précisément ? C'est vrai qu'entre la loi du plomb, la loi d'orientation agricole et maintenant la loi d'urgence agricole, on a un peu tendance à s'y perdre. En réalité, ce nouveau texte, c'est vraiment un texte fourre-tout. On y parle à la fois de concurrence déloyale, d'agrandissement des élevages, de stockage de l'eau et même de lutte contre la prédation du loup. En fait, l'idée de la ministre Annie Genevard, c'était de faire une loi dite de réconciliation, un an après la colère des agriculteurs. Et alors, objectif atteint ? Non, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a complètement échoué. D'un côté, la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire et productiviste, se félicite de cette adoption, et de l'autre, une multitude de paysans qui peinent à tirer un revenu décent de leurs activités, jugent le texte catastrophique. Stéphane Gallet, un éleveur de vaches laitières et porte-parole de la Confédération paysanne, nous dit par exemple: quand est-ce que les politiques vont-ils prendre conscience qu'on va crever avec ce modèle-là ?
À ses yeux, en fait, une vraie lutte sociale, une vraie lutte des classes est en train de se jouer au sein même du secteur agricole. Ouais. Et pour l'instant, dit-il, c'est une oligarchie prédatrice aux manettes et celle-ci ne sert que les intérêts d'une minorité qui déploie de grands élevages industriels et vend sa production à l'étranger. Ouais, il y a des vraies différences de traitement entre l'industrie agroalimentaire et les petits éleveurs et producteurs. C'est quoi les principales mesures du projet ? Les premières qu'on peut citer, ce sont celles sur l'irrigation. Les réunions publiques pour les projets de stockage comme les bassines et les méga-bassines ne seront désormais plus obligatoires. Les préfets pourront aussi maintenir une autorisation de prélèvement, même lorsque la justice l'aura retoqué. Et les objectifs de sobriété, un mot qui ulcère les paysans d'après la ministre Annie Genevard, ont tout simplement été effacés. Bref, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'ouvrir grand les vannes de l'irrigation, alors même que seulement 6% des agriculteurs aujourd'hui en France y ont recours. C'est une orientation politique un peu difficile à comprendre au regard des sécheresses qui frappent le pays tous les ans. Et alors, tout à l'heure, dans le résumé que vous nous avez fait, vous nous parliez du loup aussi ? Exactement, l'article 14 qui prévoit de faciliter les tirs sur le loup, et ce, y compris dans les réserves naturelles, des lieux qui jusqu'ici en étaient protégés. Alors là, sans surprise, les ONG environnementales sont montées au créneau, elles dénoncent une ligne rouge à ne pas franchir, et même le Conseil d'État s'est dit défavorable à une telle mesure. Mais quand même, Emmanuel, il y a des dispositions qui sont malgré tout saluées par le monde paysan et les organisations écologistes. Il y en a deux, oui, contre l'avis malgré tout du bloc macroniste. La première, elle vise à interdire toute exportation de produits agricoles qui auraient été traités avec des pesticides qui sont interdits en France. Ouais. Dit comme ça paraît logique, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas en France. Et puis la seconde, c'est la création d'un prix d'achat minimum qui ne peut être inférieur au coût de production des agriculteurs. En dehors de ça, rien du tout. Pas une seule mesure réellement en capacité de mieux rémunérer les paysans. Et malheureusement, ça pourrait encore s'empirer, car le texte est désormais entre les mains du Sénat, qui est détenu par une majorité de droite, et notamment le sénateur républicain Laurent Duplomb, qui a donné son nom à la loi Duplomb, qui a été nommé rapporteur du coup pour le volet sur l'eau. Il promet d'ailleurs d'aller plus loin que ses collègues députés. Ah oui. Ça promet. Emmanuel Clevenot pour Reporter, le média de l'écologie. Merci beaucoup Emmanuel. Tout ça est à retrouver bien sûr sur le site de Reporter, te2re.net.